Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat. Et cette semaine, au programme, du vert et du jaune. Le mouvement des Gilets jaunes continue, une vraie fronde contre la hausse d'une taxe verte sur le carburant, une taxe censée financer la transition énergétique. Alors, comment assurer une transition écologique sans brutaliser les contribuables? Comment accompagner cette transition, notamment dans notre région? Eh bien, on lance le débat avec Sébastien Nadeau. Bonjour. Bonjour, député En Marche de Lot-Garonne. En face de vous, un autre député, mais du Lot, Aurélien Pradier, Bonjour. Les Républicains. Et vous avez aussi siégé au Conseil régional d'Occitanie. Ça tombe bien, parce qu'en face de vous, un conseil régional d'Occitanie, Thierry Cottel, bonjour. Bonjour. Vous êtes également président de l'Agence régionale énergie et climat. Et enfin, Antoine Meurice, écologiste, élu municipal à Toulouse. Et comme toutes Bonjour. les semaines, on commence par la parole aux citoyens, micro-trottoir ou plutôt micro-portière. Sophie Pointer est allée à la rencontre des automobilistes sur des images signées Christophe Romain. Est-ce que vous êtes prêt à changer votre comportement? Vous y réfléchissez ou pas? J'ai déjà fait, j'ai acheté une petite voiture qui consomme de l'essence pas trop et voilà. Donc, mais bon, c'est plus... on fait attention à chacun à son niveau, voilà, comme on peut. Pour l'instant, rien de plus. On y pense, mais bon, on pense plus à finir nos fins de mois et tout le reste. Donc bon, voilà. Prendre mon vélo peut-être. Mais bon, après c'est pas pratique parce que j'ai des enfants. Donc, mais bon, peut-être prendre un peu moins la voiture, voilà, pour les petits déplacements. Changer de voiture, c'est compliqué, ça coûte cher, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir changer. Comment voulez-vous qu'avec le salaire qu'on a, on ne paye pas 4 000 € une voiture? Même avec l'aide, on ne peut pas, c'est impossible, je veux dire. On n'arrive pas à la fin du mois et on va faire un crédit en plus. Expliquez-moi, je ne sais pas comment vous faites. Eux, c'est sûr, ils sont sur notre planète alors. C'est sûr qu'ils ne vivent pas comme nous. On nous parle que le diesel pollue, alors que quand on regarde les statistiques, c'est le diesel qui pollue le moins. Donc je pense que les économies, elles sont ailleurs. C'est un faux prétexte qui est mis en place par le gouvernement pour nous pomper des taxes et pas autre chose. Je suis pour l'écologie, on n'est pas contre l'écologie. Mais enfin, il faut aussi être raisonnable et penser aux gens avant l'écologie. Vous souhaiteriez quoi? Que les Français soient mieux accompagnés? Que les aides soient plus importantes? Je souhaiterais savoir où passe l'argent des impôts, c'est tout. S'il est bien utilisé ou pas, je n'en sais rien. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors on vient de l'entendre, des automobilistes sceptiques sur la fiscalité verte. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de tenir le cap, Sébastien Nadeau? Écoutez, on a un agrégat de gens qui sont extrêmement en colère, des gens qui sont extrêmement en difficulté. On a aussi des gens qui sont à l'extrême gauche, on a aussi des gens qui sont à l'extrême droite dans ce mouvement. Donc c'est quelque chose de difficile dans la réponse qu'on peut apporter. Mais je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui... Il faut tenir bon, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, il faut tenir bon, il faut continuer à augmenter la fiscalité verte sur l'essence. Alors, augmenter la fiscalité verte sur l'essence, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête sur les questions environnementales. Mais dans le même temps, ça doit s'accompagner aussi de réfléchir toute la fiscalité, et particulièrement celle adressée aux gens qui sont le plus en difficulté aujourd'hui dans notre pays. Et c'est, je pense, le moment d'incompréhension à l'heure actuelle, c'est que on accroche les questions de fiscalité écologique en permanence aux autres questions de fiscalité, et il faudrait scinder les deux. C'est deux problématiques différentes. C'est bien collectivement qu'on peut affronter le défi environnemental, et quand on travaille collectivement, c'est bien par la fiscalité et l'ensemble des Français qu'on doit passer. Antoine, vous êtes écologiste, vous applaudissez des deux mains face à la fermeté écologique d'Emmanuel Macron? Non, mais je crois que dans ce débat, d'abord, il faut dire que le sujet que portent les gens, c'est la question du prix à la pompe. Et le prix à la pompe, il est d'abord basé sur le prix du baril de pétrole, pour les 3/4, et pour un quart, effectivement, sur les taxes. Ensuite, la question, c'est à quoi servent ces taxes? C'était la question du dernier automobiliste. À quoi sert la fiscalité? Aujourd'hui, cette fiscalité dite écologique, elle n'est utilisée qu'à 19% pour la transition énergétique. C'est une vraie fausse taxe écolo. Aurélien Pradier, vous êtes d'accord avec cette idée? On nous ment sur l'utilité de cette fiscalité verte du carburant? La vérité, c'est que les Français ont parfaitement compris ce dont il s'agissait. Ce n'est pas du tout un cap environnemental, c'est un cap fiscal. Sur 50 milliards de recettes supplémentaires pour l'État du fait de l'augmentation de la taxation sur le carburant,
seulement 5 vont véritablement au financement de la transition écologique. On sait que 80%, c'est ce que vous disiez à l'instant, 80% va au budget général de l'État. Et c'est là qu'il y a un vrai sujet, c'est que les Français ne sont pas des idiots. Ils ont compris qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout de cap environnemental. Alors justement, à propos de pédagogie et de compréhension, il y a eu un discours lundi de président de la République sur la question de la transition écologique. Et on va voir le sondage, 76% des Français sont insatisfaits de ce discours. Sébastien Nadeau, comment vous expliquez cette incompréhension entre le chef de l'État et les Français ? D'abord, il y a une question sur la fiscalité qu'il faut un jour ou l'autre mettre sur la table. Et je pense qu'il y a de l'incompréhension par rapport à ça. On ne va pas mettre un impôt sur les maternités pour financer les femmes qui accouchent. On ne va pas mettre un impôt sur le gasoil pour financer la transition énergétique. La réalité, c'est qu'on a besoin de mettre des impôts pour financer le budget de l'État qui ensuite va choisir les orientations et donc les questions environnementales en font partie aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment pas un discours raisonnable de dire que la fiscalité, ça marche de l'objet à l'objet qu'on veut financer. C'est le gouvernement qui le dit, c'est pas nous. C'est le gouvernement qui a prétexté que l'augmentation de la taxation sur le carburant servait à la transition énergétique. Les Français, vous savez, ne sont pas des idiots. Ils n'ont pas besoin de pédagogie. Bien sûr que non. Ils ont besoin de vérité. Ils comprennent qu'on les prend pour des gogos depuis le début, c'est tout. C'est pas une question de gogo, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit transparaître, et moi, je souhaite qu'il y ait une inflexion dans la politique gouvernementale. Ah, ça c'est important. Donc vous souhaitez une inflexion de quel ordre, de quelle nature ? Je vous l'ai dit en introduction, je pense que la fiscalité écologique, elle est d'une importance capitale, parce que cette transition écologique, elle est fondamentale pour demain, mais on ne peut pas laisser sur la route des gens qui sont en grande difficulté. Est-ce que quand votre collègue de l'Hérault vous demandait qu'on mette les pouces en moratoire, en stand-by, on attend, on verra plus tard, est-ce que vous êtes favorable à une sorte de pause dans la hausse de la fiscalité ? Non, moi je suis sur repenser la distribution. C'est vraiment une question importante. Vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est quelque chose qui est abordé. La contribution commune, on l'a fait en fonction de la possibilité de chacun. Et cette question-là, je pense que depuis le début du quinquennat, on l'a mal abordée. Il y a des gens qui sont en grande difficulté et qui ont le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment, qu'on a demandé à des gens très riches de ne fournir qu'un petit effort compte tenu de leur recherche, quand eux, ça devient quelque chose de considérable puisqu'ils n'arrivent pas à tenir leur fin de mois. Thierry Cotel, c'est cette sorte de mea culpa de Sébastien Nadeau. Une réaction ? J'aurais aimé peut-être que dès le départ, on n'oppose pas en fait ce qui se passe sur la colère des Gilets jaunes, parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui soutient ce mouvement. Il ne le soutient pas par opposition à la transition énergétique, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens qui manifestent aussi aujourd'hui sont comme tout le monde. Ils souhaitent avoir pour l'avenir, pour notre climat, des éléments qui soient évidemment plus positifs. Donc cette opposition-là, elle a été faite dès le départ par le président Macron, et malheureusement, je trouve que c'était pas une bonne chose. Je propose une chose, Thierry Cotel, c'est écouter Emmanuel Macron quand il dénonce une forme d'hypocrisie politique, et vous qui n'êtes pas engagé dans le combat comme des députés ou des parlementaires, vous réagirez de suite. On écoute Emmanuel Macron. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. On ne peut pas avoir décidé la taxe carbone il y a quelques années et dénoncer aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. Cette taxe, je le rappelle, elle a été votée en 2009, en 2014, en 2015, engageant beaucoup de responsables politiques de sensibilités diverses. Vous êtes d'accord, Thierry Cotel, il y a une forme d'hypocrisie, d'instrumentalisation actuelle des Gilets jaunes et du débat sur la transition énergétique ? La question n'est pas de savoir si on s'oppose ou pas à un moment donné à ce que la fiscalité puisse aller dans un certain sens pour favoriser la transition énergétique. Le problème est que lorsque on impose les choses d'une manière brutale, et lorsque les gens n'ont pas le choix, notamment les gens qui habitent dans le rural ou même en périurbain, n'ont pas le choix, d'autres choix, que d'avoir en fait la possibilité de prendre leur voiture, et bien à ce moment-là, on arrive à des situations où les gens sont acculés et donc il y a ce genre de manifestation. Je pense que là-dessus, tout ce qui est démantèlement des services publics, tout ce qui est
grosse différence entre les territoires. L'aménagement du territoire qu'on ne fait plus dans ce pays depuis des années apporte des solutions ou apporte en tout cas des résultats dont on paie le prix à l'heure actuelle. Aurélien Prady, vous êtes dans un département rural. Le gouvernement annonce des mesures d'accompagnement, notamment sur le véhicule d'occasion. Ça va dans le bon sens, ça ? Non, mais c'est tout à fait insuffisant. La question, c'est en quoi l'augmentation de la taxation du carburant sur des publics qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule, en quoi cette augmentation de la taxation va pousser vers la transition énergétique. La vérité, c'est que ça ne servira à rien. Nous avons aujourd'hui des Lotoises, des Françaises et des Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule au diesel chaque matin et chaque soir. Si la taxation augmente, ils continueront quand même à le faire. Ça n'aura qu'un impact sur leur pouvoir d'achat. Pas du tout sur la transition énergétique. Et là où c'est grave, c'est que sûrement dans ce discours-là qui a été porté par le gouvernement, et pardon, je suis heureux de voir le recul qui est le vôtre, ou plutôt l'avancée, en fait, je pense, qui est la vôtre. Mais il faut aussi avoir cette avancée au moment où l'on vote à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas voter l'augmentation des taxes à l'Assemblée nationale et faire le mea culpa quelques semaines après. Vous n'avez pas suivi tous les votes, apparemment. Non, mais je dis collectivement. Je dis collectivement pour les députés de la majorité, parce qu'on n'est pas le seul aujourd'hui à faire ce mea culpa, et tant mieux que vous commenciez à entendre les Françaises et les Français. Mais simplement, sur le fond, on est en train de tuer le débat de la transition énergétique. Et c'est ça qui est grave. En l'attrapant par le bout fiscal, on est en train de faire en sorte que les Français s'éloignent de la question écologique. Et ça, c'est grave. Alors on va voir justement sur la question du pouvoir d'achat, de l'accompagnement, ce qui se passe dans notre région, en Occitanie, avec notamment une tentative pour conjuguer pouvoir d'achat et transition écologique. Un exemple précis, s'agissant du financement de l'isolation thermique. Un reportage réalisé par Sylvain Duchamp. Michel Astruc a décidé d'isoler son garage avec ses dalles de polystyrène. Grâce au dispositif d'aide pour les économies d'énergie, cette installation par une entreprise ne lui a coûté que 1 €. Moi, je ne croyais pas trop au début. Je ne croyais pas, quoi. Et bon, c'est comme ça. Mais je conseille à tout le monde de le faire. Mieux isolé, sa maison garde une température constante et sa chaudière consomme 30% de fioul en moins. C'est chaudière à fioul, on gagne au moins 3 degrés. Hein. Dans les pièces, hein, au moins 3 degrés. Et donc vous gagnez, vous consommez moins de... Ah oui, oui. Déjà, la chaudière, elle déclenche bien moins souvent qu'avant. Avec le développement de la rénovation énergétique, de nombreuses entreprises se sont créées en Occitanie. Celle-ci a vu le jour il y a 2 ans. Elle réalise aujourd'hui entre 80 et 100 chantiers d'isolation par mois. Aujourd'hui, on est 25 salariés. Il y a 25 salariés dans l'entreprise. De l'embauche est prévue encore pour un début d'année. Nous allons sûrement ouvrir un autre pôle qui sera basé sur Castelnaudary, parce qu'on a une forte demande dans les départements du 09, du 31, du 11, etc. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, nous, on est une entreprise qui va, cette année, on réalise un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Un développement rendu possible grâce à un ensemble d'aides publiques comme les primes énergie ou encore l'éco-chèque de région qui permettent de financer ces rénovations thermiques. Des dispositifs très souvent méconnus. On peut proposer des solutions et c'est pour ça qu'on invite les particuliers à se renseigner et à venir demander de l'information pour voir ce qui est possible de faire ou pas dans leur habitation, et automatiquement ça va impacter sur leur revenu parce que c'est un gain énergétique mais c'est aussi un gain financier sur les factures, sur les consommations, etc., etc. Avec une réglementation en constante évolution et un dispositif d'aide très complexe, difficile de s'y retrouver aussi bien du côté des particuliers que des entreprises. L'association Envirobat assiste et accompagne les professionnels de toute l'Occitanie pour ces questions. Le secteur est en pleine expansion. Il y a un dispositif propre qui s'appelle l'éco-chèque logement en région Occitanie, qui a généré quand même 16 000 chantiers l'année dernière. Voilà. Donc effectivement, je pense que ça reste un métier d'avenir et la route reste longue pour parvenir aux objectifs escomptés. Cette rénovation énergétique doit s'avérer également durable. L'amélioration de la qualité de l'air ou encore la réduction de l'impact environnemental sont d'autres pistes et marchés à développer. L'Occitanie veut devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici 2050. Alors Thierry Cottel, vous représentez le conseil régional sur ce plateau. On l'a entendu dans le reportage de Sylvain Duchamp, trop complexe, des mesures qui parfois sont laissées de côté parce que méconnues. Comment ça se fait qu'il y ait une telle opacité, une telle sorte d'indifférence par rapport à ces mesures ? Parce que je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que peut apporter en fait la rénovation énergétique des bâtiments. Votre reportage le disait, on souhaite être première région énergie positive, ce qui veut dire qu'il nous faut couvrir l'ensemble de nos consommations énergétiques
par la production d'énergie renouvelable. On ne pourra le faire que si on massifie la production d'énergie renouvelable, mais également aussi si on baisse d'une manière drastique les consommations d'énergie sur tous les secteurs. Oui, une seconde juste pour rappeler quelques chiffres pour nos téléspectateurs, s'agissant notamment de la part de l'éolien et du solaire. La région Occitanie connaît une poussée en la matière, plus 21% d'énergie éolienne produite, plus 12% pour le solaire. Voilà, c'est juste pour venir à l'appui. On est à 22% à peu près sur les énergies renouvelables maintenant, avec un objectif d'avoir évidemment 100% d'énergie renouvelable qui couvre l'ensemble des consommations à l'horizon 2050. Et sur les éco-chèques, l'aide, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'achat. Sur les consommations, il y a deux secteurs très importants, le transport et les bâtiments. C'est juste pour expliquer pourquoi c'est important aussi de travailler sur les baisses de consommation au niveau des bâtiments. Et là-dessus, évidemment, la région accompagne un certain nombre donc, de mesures, notamment l'éco-chèque qui permet d'avoir une aide financière permettant la rénovation de son bâtiment. Mais c'est largement insuffisant. C'est-à-dire que nous, ça fait très longtemps qu'on demande que l'État puisse accélérer le mouvement, en tout cas créer les conditions pour qu'on puisse accélérer le nombre donc, de logements rénovés. En France, l'objectif depuis 2012 est systématiquement répété, c'est-à-dire 500 000 logements par an. Or, au dernier chiffre, on en est plutôt à 280 000 par an, donc c'est largement insuffisant. Donc la région, nous souhaitons en tout cas continuer d'accompagner ce mouvement-là. On sait que ça apporte un certain nombre de choses positives pour les logements, mais également aussi pour l'économie. Tout à l'heure, le reportage le disait, nous avons près de 2500 partenaires, je veux dire des entreprises en capacité de pouvoir faire la rénovation de ces logements. Donc ça apporte aussi à l'économie de la région Occitanie un plus pour son développement. Vous avez été dans l'opposition régionale, le bilan là, du Conseil régional d'Occitanie sur ces questions de transition énergétique. Ce qui est sûr, c'est que heureusement que l'État à les collectivités locales en général, la région, mais aussi je pense aux municipalités et aux intercommunalités, pour agir en matière de transition énergétique. Ça vaut pour nos cantines scolaires en matière de recyclage, de gaspillage alimentaire. Il faut voir ce que nos communes, chacun, lorsque nous avons été maires ou élus locaux, l'avons fait, ce que nous faisons. J'ai été maire, je sais ce que j'ai fait pour la transition énergétique avec mon équipe municipale. Mais je voudrais vous donner un exemple qui est très frappant dans le département du Lot. Il y a quelques mois, le Premier ministre est venu passer 3 jours dans le Lot avec tout le gouvernement. Il avait un bon bilan carbone, ça allait Je ne sais pas pour le bilan carbone, il était sûrement piètre. Mais après son départ, il a laissé une grande trace en termes de bilan carbone. Il a proposé que soit mis en place dans le Lot un bus des services publics. Depuis quelques semaines, dans le Lot, se balade sur les routes un bus des services publics financé par l'État. Le bilan carbone est catastrophique. On a fermé des services publics partout et on a un bon vieux bus au diesel financé par le gouvernement, par ce gouvernement, qui se balade sur les routes du Lot. C'est dire l'écart, la quasi-fumisterie qu'il y a entre les déclarations nationales. Ça ne va pas faire augmenter la température à pleine de 4 degrés. Ce n'est pas si anecdotique que cela, parce que c'est une proposition nationale qui est censée faire école et qui va à contre-courant de ce qui nous est proposé dans la vision de transition énergétique. Nous, au niveau local, nous sommes sensibles à tout et c'est la somme de détails qui fait avancer les choses. Antoine Meurice, vous êtes dans l'opposition municipale. Alors, le bilan que vous dressez à Toulouse, est-ce qu'effectivement, il y a une prise en compte de la transition énergétique ou pas à Toulouse? Je trouve qu'à Toulouse, c'est en écho justement avec ce qu'a annoncé le gouvernement, à savoir qu'on parle beaucoup de la question de la production d'énergie, avec d'ailleurs des choix, à mon avis, désastreux au niveau national de s'enferrer dans le nucléaire. Mais au-delà de la nécessité de développer les énergies renouvelables, ça a été dit par Thierry Cotel, il faut agir sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Et là-dessus, aucune annonce sérieuse n'a été faite par Emmanuel Macron. Pire, il y a eu même des baisses de crédit d'impôt sur la rénovation énergétique pour 2019, alors même que nous aurions pu attendre justement un grand service public de la rénovation énergétique qui vise justement à donner ce cap de la transition énergétique sur les territoires. Sur cette baisse des crédits, Sébastien Nadeau, vous répondez quoi, Antoine Meurice? Ça baisse, l'État n'est pas au rendez-vous? C'est pas mon sentiment, mais je voudrais quand même revenir sur les fenêtres. Très précisément sur les fenêtres, hein, puisque cette aide-là en fait, a été supprimée. Ouais. Suppression du double vitrage et la baisse en 2019 des crédits d'impôt sur la rénovation énergétique. De moitié. Je voudrais quand même d'abord revenir sur la trajectoire sur le nucléaire, parce que quand vous dites que c'est pas du tout satisfaisant, on a enfin quand même une trajectoire sur le nucléaire réaliste. 2035, c'est ça. Oui, c'est vrai que les échéances sont toujours trop longues. Mais en matière environnementale, on n'est jamais satisfait à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Mais enfin, on a quelque chose de concret, de réaliste en même temps. Et moi, je pense que sur ça, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à s'en féliciter. Je voudrais revenir sur la question du pilotage finalement des politiques environnementales et de l'énergie. Je pense que l'échelon régional est vraiment un échelon pertinent. D'abord parce qu'il y a un maillage territorial qui est intéressant,
qu'il y a un levier financier qui commence à être intéressant et que l'échelon régional peut travailler avec l'État assez facilement sur les grands projets structurants. Et de manière très concrète, l'initiative du billet de TER en 1 euro, est-ce que ça, c'est une réponse concrète au problème de déplacement? Est-ce que selon vous, c'est cosmétique ou vraiment ça aide nos concitoyens, vous qui n'êtes pas dans la majorité régionale? Quel jugement vous portez sur ce genre de dispositif? Écoutez, il n'y a pas une recette magique qui va solutionner tout. Donc tous les dispositifs, toutes les manières d'amener des transformations, des évolutions, d'amener plus de gens dans les transports en commun vont dans le bon sens. Donc oui, moi je trouve ça positif. Juste pour terminer sur le rapport région-État, je pense qu'on a un grand chemin à faire. Pour quelles raisons? Sur des grands projets structurants sur la région, on peut au moins parler de deux. Il y a la question des lignes nouvelles de TGV. Du TGV plutôt que l'avion, ça a du sens. Pour l'instant, vous êtes favorable à la création de cette grande ligne? Moi, je suis favorable. Et l'État, pour l'instant, ne nous donne pas on a besoin d'un décret qui nous permet de nous organiser financièrement. Est-ce que vous, en tant que représentant de la majorité, vous pouvez rassurer justement nos téléspectateurs sur le financement? On a besoin d'argent sur des grands projets structurants. L'éolien au large de Port-la-Nouvelle, on attend des choses parce que la région, effectivement, sera en capacité de faire quelque chose de très intéressant. Donc là, il y a besoin de travailler avec l'État. Mais sur la question des lignes nouvelles, la problématique, elle est que actuellement, la région demande à pouvoir s'organiser financièrement pour présenter un projet de financement. Donc on est sur une autre logique. Et on a aujourd'hui, par-delà la crise environnementale, par-delà la crise des Gilets jaunes, qui est révélatrice d'une crise démocratique et de la difficulté de certaines personnes à finir leur fin de mois, on a un problème de relation avec l'État central, beaucoup trop centralisé. Sur les questions énergétiques, on a besoin d'avoir beaucoup plus de décisions qui viennent du terrain. Quant à l'expérimentation du bus dans le Lot qui ne fonctionne pas, c'est pas compliqué. Non, je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas. Je dis que quand un Premier ministre... C'est pas satisfaisant. Donc, non, mais vous voyez l'incohérence. C'est une expérimentation, donc vous faites remonter, c'est pas bon, on passe à autre chose. Cette incapacité... C'est pas on passe à autre chose. C'est une logique tout ça. La logique c'est quoi? On ferme des services publics. On éloigne l'usager des services publics. Et ensuite, on remet en place des bus au diesel pour ramener les services publics en proximité. Vous conviendrez tout de même que lorsqu'un Premier ministre prend cette décision-là et que quelques heures après, comme dirait le Président de la République, le lundi, il défend l'environnement et le mardi, il nous remet du diesel sur les routes, je me dis qu'on n'a pas de leçon à recevoir de l'État. Et en fait, l'épisode que nous vivons, il est très, très enseignant. Je suis très, très interrogatif de votre discours. Vous parlez de l'État. Mais mon cher collègue, toutes ces décisions, ce n'est pas l'État. Toutes ces décisions, c'est le gouvernement. Et je comprends que vous vouliez mettre un autre mot que celui de gouvernement derrière les décisions nationales qui sont prises. Non, je me cache pas derrière ça. Mais l'État, en l'occurrence, c'est le gouvernement. Et la vérité, c'est que dans cet épisode, nous avons un pouvoir national, un gouvernement et un président de la République qui sont des théoriciens de l'environnement, qui même à certains égards sont pas loin d'être des imposteurs de l'environnement, qui ont verdi beaucoup de politiques publiques alors qu'ils n'y croient pas. Et il y a localement... Vous dites quoi? C'est que Emmanuel Macron, hors sol, trop parisien, eh bien, je pense qu'il trop respecteur des finances. Il y a un écart incontestable. Vous allez rencontrer les Gilets jaunes, ils vous le diront, et on le vit sur le terrain, un écart incontestable entre des théoriciens parisiens qui aujourd'hui sont au pouvoir. Vous le vivez comme moi à l'Assemblée nationale, tous les jours d'ailleurs, et je sais que vous êtes sincère lorsque parfois vous l'avez exprimé, et la vraie vie locale... Un hommage entre opposition et majorité, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Parfois, les députés de l'opposition peuvent aussi venir entendre les députés de la majorité pour entendre l'opposition. Passé dans les annonces par le président Macron, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient d'être annoncée, des mesures qui d'ailleurs, quand elles sont annoncées, sont des mesures plutôt positives, on va dire, d'une manière globale, quand elles sont annoncées. Maintenant, il nous faudrait en fait des actes très concrets. On a besoin, par exemple, de développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien. Sachez qu'en Occitanie, pas une seule éolienne n'a été raccordée en 2018. Tout simplement parce qu'on a aussi besoin de l'État, on a aussi besoin du gouvernement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des raccourcis administratifs qui soient effectués. Il n'est pas normal qu'on puisse en fait développer le photovoltaïque, développer l'éolien en Espagne et en Allemagne en 2 fois, 3 fois moins de temps qu'en France. Donc il y a un problème par rapport à ça. Donc les régions sont en capacité, les collectivités locales sont en capacité de pouvoir faire beaucoup de choses sur la question énergétique. Est-ce qu'elles ont les moyens financiers? Est-ce qu'elles ne vont pas atteindre un plafond de verre en termes budgétaires? Il faut qu'elles soient aidées de toute façon par des mesures gouvernementales, mais également aussi par des moyens financiers qui puissent en fait
massifier la production d'énergie renouvelable, massifier les rénovations énergétiques, faire en sorte aussi que les mobilités soient bien différentes de celles qu'on a connues jusqu'à maintenant. Emmanuel Macron annonce des concertations régionales. Pour vous, c'est une bonne chose? C'est quoi un gadget? C'est utile? Tant mieux. Tant mieux. Vous êtes prêt à y participer, par exemple? Bien sûr, toute concertation et tout développement qui nous permettent en fait d'accélérer. En tout cas, il y a une moue du côté de Aurélien Pradier. Il y a une urgence. Et d'Antoine Maurice aussi. Il y a une vraie urgence et on n'a pas encore pris la mesure de cette urgence-là. Ce qui s'est passé dans l'Aude va se repasser d'une manière régulière dans notre région. On est une région qui est soumise à des manifestations comme ça climatiques qui vont se répéter. La Méditerranée avec 2 massifs. Donc tout cela. Vous semblez sceptique, Antoine Maurice. Il faut qu'on puisse en fait répondre d'une manière importante et rapide. Je ne suis pas sceptique, mais je me dis c'est pas le temps de la concertation, c'est le temps de l'action aujourd'hui. Donc la question c'est est-ce que l'État il est prêt à donner les moyens financiers aux régions et aux collectivités locales, effectivement, pour mettre en œuvre cette transition énergétique parce qu'elle est portée par ces territoires-là et parce qu'en plus, ça va répondre à la question quand même derrière les Gilets jaunes parce qu'on n'en a pas assez parlé. La question, c'est aussi les politiques d'aménagement du territoire depuis 50 ans qui sont en réalité des politiques de déménagement du territoire avec un étalement urbain, la disparition des services publics, la disparition des emplois également. Et du coup, à travers la transition énergétique, on va aussi recréer des emplois 6 fois plus que dans le nucléaire avec les énergies renouvelables sur les territoires. La rénovation énergétique, c'est également pourvoyeur d'emplois locaux dans les territoires. Donc ça, c'est intéressant. Et sur la question des transports, je pense aussi effectivement qu'il est temps d'organiser des autorités à l'échelle des territoires qui permettent de répondre de manière globale sur la diversité des modes de transport comme alternative à la voiture individuelle. Nous allons malheureusement arriver au bout, non pas de notre compteur électrique, mais de notre compteur du temps. Juste avant de tirer le rideau, Sébastien Nadeau, ces réunions territoriales, ça commence quand et où et avec qui? Rapidement. Alors, juste une précision sur l'investissement. On n'aura pas le temps de précision, on n'a plus le temps. On passe de 5 milliards dans la part du budget à 8 milliards sur les prochaines années. Donc c'est pas rien. D'accord. Mais on n'a plus le temps, désolé. Une énergie rare, quel est le temps sur notre plateau. On suivra de toute façon ces réunions sur le territoire. J'imagine qu'on va vous y retrouver. Merci beaucoup pour ce débat qui n'a pas été pollué, mais c'est passé dans des conditions sans couche polluante en aucune façon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouve ici même avec Patrick Noviello. En attendant, vous pouvez consulter vraiment, sans vous gêner et en abusant même de la chose, notre blog politique. À la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent dimanche qui risque d'être pluvieux. À vos parapluies. En vue du concours